Joël, Oui, j'ai un souci. dis-moi tout. Bah, je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait, ça fait 10 minutes qu'on enregistre et qu'on n'arrive pas à faire une bonne intro pour cet épisode. Je sais, je suis déjà fatigué. En même temps, on a voulu faire une émission BD parce qu'on allait parler de Valérian, mais on connaît pas du tout le podcast qu'on plagie, quoi. Ouais, ça va être chiant, ouais. Tu crois que les auditeurs, ils vont s'en rendre compte? Mais non, c'est des tocards, ils nous écoutent déjà, c'est que c'est déjà des tocards. C'est vrai que c'est bien des sous-merdes, ouais. Ouais. Plagiat. 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 Leur jingle, il est payant, alors on peut pas le voler. Et l'émission, elle va s'appeler La Voix débile. Alors que leur émission s'appelle pas La Voix des Bulles, mais en fait c'est le nom de leur collectif et ils font plein d'émissions qui ont plein de noms. Mais comme on est des tocards, on savait pas et donc quand on a voulu plagier, on a dit on allait l'appeler La Voix débile. Ta-da-ta. Bonjour Joël. Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Ah ça va bien, j'ai la pêche, je suis jeune et cool. Dynamisme, efficacité, Fatigue. Jean-Luc Delarue. Dynamisme, efficacité, fatigue. Je pense que c'est le nouveau liberté, égalité, fraternité. C'est aussi la tagline de mon CV. C'est les catégories sur ton CV. C'est genre l'ADN, c'est fatigue. Tu mets tout ce qui te fatigue, genre le sport, genre monter les escaliers, genre Luc Besson. Oh merde. Eh ben tu sais quoi, mettre dans cette catégorie le monter les escaliers et le sport, ça pourrait te propulser à devenir président des États-Unis. C'est vrai, hein. Non, parce que... Ouais, non, j'allais dire il est bon au golf, mais non, il est pas bon, mais il joue au golf, quoi. Ouais, mais le golf, c'est du sport pour riches. Ouais. C'est pour les riches qui veulent pas faire de sport, justement. J'ai déjà fait du golf une fois. Bah oui, mais ils vont comment de terrain en terrain? Ils vont dans un petit carte, là. Un petit caddie, ça sert à rien, c'est des grosses feignasses. Bref, c'est pas du tout comme ça que commence le podcast qu'on plagie d'habitude, ou? Si, je pense qu'il commence toujours par faire 5 minutes sur Donald Trump. Voilà, ouais, je pense aussi. Je crois que ça fait un peu partie. Parce que ouais. je pense que s'ils étaient américains, ils auraient voté Donald Trump, tu vois. Et je pense que c'est une belle manière de leur rendre hommage, sachant qu'on ne les connaît pas. Tu vois? Ça se voit qu'on connaît vraiment le podcast, là, le One Eye Club. Ah, putain, tu connais le nom. Mais ah toi, oui, toi, t'es un ouf. Bah, je sais pas, moi, je connais pas le nom, moi. Moi, j'ai écouté, en vrai, si, j'ai quand même écouté 10 minutes, quoi. Mais, J'en ai écouté 20, waouh. Je connais littéralement 2 fois plus que toi. Tu trouves pas qu'on est une sacrée belle paire de professionnels? On est bon, ouais. Bonjour. Vous avez une sacrée belle paire de professionnels. Merci, mon mignon. Ah, bon. Ça tombe bien, ça fait un peu prostitué, ça tombe bien, on va parler de Valérian. Attends. T'es en train de mettre les charrues avant les bœufs, hein, cher ami. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se moque, ça y est, je suis vieux, j'utilise des expressions d'un ancien temps? Eh ben oui, et je m'assume tel que je suis, Michel. En tant que élitiste gerbant, je peux bien me permettre, parfois, de rappeler à quel point je suis vieux du haut de mes 24 ans. Voilà. Tu as quel âge, Joël? Bon, je pense que nos très chers auditeurs doivent se dire, mais pourquoi ces tocards présentent une émission BD? Je pense qu'ils n'ont aucune légitimité, ils ne doivent pas connaître cette forme d'art artistique. Alors, je vais te demander, Joël, qu'aimes-tu dans la bande dessinée? Y a-t-il des bandes dessinées que tu aimes? Est-ce que tu aimes la bande dessinée? Manges-tu bande dessinée? Dors-tu bande dessinée? Est-ce que tu bandes dessinées? Moi, j'aime bien regarder les images. Moi aussi. Ouais, je m'en fous des textes en général, mais tant que les images sont jolies, ça me va. Bah, tu dis ça, mais il y a des bandes dessinées sans texte.
Oui, non mais bien sûr. Mais Je conseillerais d'ailleurs c'était une petite boutade. l'excellent Pinocchio de Winchlus, je ne Alex sais Lutz. pas. Je ne sais pas du tout prononcer son nom. Une excellente BD, pas pour les enfants, hein. C'est Pinocchio, Oui. mais disons que son nez sert à assouvir les plaisirs de certaines personnes. C'est la règle 34 en fait. Non, parce que c'est juste qu'il y a quelques scènes sexuelles, mais c'est surtout très D'accord. dark et très sombre. Beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres, des choses comme ça, quoi, dans la bande dessinée. Mais elle est Tiens, en parlant de incroyable. ça fait penser qu'une des BD que j'aime bien, c'est Idée noire de Franquin. Ouais. Qui est donc Franquin qui est connu pour Gaston Lagaffe et aussi pour son le temps qu'il a passé sur Spirou et Fantasio. Donc, Et ouais, non, mais loin d'être une tanche. oui, voilà, c'est une des grosses icônes de la BD franco-belge, enfin plus belge que franco. Et quand je dis franco, je parle pas du dictateur évidemment. Hein. Tu vois, par exemple, Donald Trump, il est plus franco que belge. Je trouve que on devrait arrêter d'enregistrer la nuit parce que à chaque fois nos émissions n'ont aucun sens. Aucun. Ouais, donc Idée noire, c'est un peu c'est Franquin dans une grosse dépression. Mhm. C'est de l'humour très très noir sur la famine, sur la maladie, sur les dictatures, sur tout qui peut tout le titre Idée noire quoi. Bah c'est toutes ces pensées très sombres qui ont pu lui traverser l'esprit. Moi dernièrement en bande dessinée, j'apprécie beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec les je sais pas si on peut qualifier ça de spin-off, mais c'est un peu ce qu'il y avait eu ce qui s'était passé avec Spirou il y a quelque temps. Mm-hmm. Et c'est des versions de Spirou par d'autres auteurs. Et en ce moment, il y a ça avec Lucky Luke. Le deuxième tome est sorti au moment de Noël, je crois. Donc il y avait eu L'homme qui tua Lucky Luke. Et à Noël est sorti Jolly Jumper ne répond plus. Et ce sont deux BD absolument opposées, mais qui ont toutes les deux leur qualité incroyable, quoi. L'homme qui tua Lucky Luke, c'est genre un Lucky Luke beaucoup plus sérieux et mature. Mm-hmm. Et en même temps, on est vraiment dans l'esprit Lucky Luke. Ça rend hommage à plein de choses dans Lucky Luke. Il a créé une justification pour laquelle il est passé de la cigarette à la brindille. Et ça, je trouve ça excellent parce que la justification est excellente dans la bande dessinée. Je trouve que c'est un super tome et ce n'est pas canon avec le reste de Lucky Luke. C'est vraiment un auteur, une histoire. Et là, Jolly Jumper ne répond plus. L'histoire est pas bonne du tout. Mais genre... vraiment, il y a pas de chute. Je ne sais pas s'il y a une suite qui est prévue et genre, est-ce que pour l'occasion, l'auteur, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais aura l'occasion d'en faire un deuxième tome, je l'espère, puisque la BD s'arrête comme ça d'un coup. Ouais. En mode, c'est pas Laurent Gérard? Non, pas du tout. Mais non, parce que Laurent Gérard, celui qui l'a écrit, il est dans la timeline officielle Lucky Luke. C'est les Lucky Luke canons, oui. Que là, non, ils sont pas canons. Et par contre, je pense que c'est largement le Lucky Luke le plus drôle. Mais largement. En fait, il passe sa BD à s'énerver sur le fait que Jolly Jumper ne lui répond plus quand il lui parle. Sauf que tout le monde le regarde en mode, mais les chevaux, ça parle pas, quoi. Et donc, il y a des scènes super drôles, notamment au début où Lucky Luke, il va chez le maire ou quelque chose comme ça. Et il fait, je suis venu avec Jolly Jumper, regardez, il est là-bas. Et donc, ils ouvrent la fenêtre et t'as un plan où t'as genre Luke qui à la fenêtre fait « Coucou, Jolly Jumper, coucou !» comme ça. Et ça m'a fait exploser de rire. Et il y a plein de trucs sur le fait que tout le monde fume des brindilles et genre il y a un mec qui s'est fait engueuler parce qu'il sentait le foin quand il est rentré chez lui, tu vois. C'est hyper drôle, l'histoire est à chier, mais par contre c'est hyper drôle. Et il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est que Avril est obèse. Et c'est normal puisqu'il passe son temps à bouffer. Et donc Avril est obèse et c'est super drôle. Et Joe, il est super drôle. Non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire et j'aime beaucoup ce principe de un auteur qui rend hommage à une saga qui l'a probablement mené à aimer la bande dessinée. On a tous grandi en lisant Lucky Luke, Astérix, tout ça. J'aimerais bien qu'il le fasse avec Astérix ou alors avec Tintin, mais Tintin, ça va être très difficile. Ouais, non, la famille d'Hergé voudra jamais laisser faire ça, quoi. Mais ce serait génial. Parce que le Tintin a influencé une quantité de personnes dans le milieu de la bande dessinée.
Si si des auteurs rendaient hommage à Tintin à chaque fois avec un tome, ça pourrait être vraiment génial. Mais il y a déjà eu c'est pas Tintin, mais c'est pour Astérix. Il y a déjà eu un livre ou deux. Ouais. Avec une planche ou deux dessinées par des auteurs différents. Bah, c'est comme en ce moment dans le magazine Spirou, il y a ça autour de Gaston. Et il y en a des très drôles, et il y en a des très cyniques, et il y en a une dernièrement que j'ai beaucoup aimé, où en gros, un des running gags notamment dans Gaston, c'est que De Messmaker ne parvient jamais à signer son contrat auprès de Fantasio, et un jour De Messmaker arrive à signer le contrat, et en gros, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où le monde est gouverné par des aliens, et t'as Spirou, Fantasio, tout ça qui sont enchaînés, et t'as Gaston qui est enchaîné avec eux, et t'as Fantasio qui se tourne vers lui, et il fait « Donc en fait, depuis le début, t'étais un agent qui était là pour nous empêcher de faire signer le contrat. » Tu vois, et j'ai trouvé ça très drôle. Et je trouve que c'est toujours une belle idée de rendre hommage aux bandes dessinées comme ça, qui ont fait nos enfances. Voilà, donc il y a plein de bandes dessinées que j'aime. Moi, je suis très sensible, notamment à tout ce qui est roman graphique, c'est-à-dire du one shot, quoi. C'est une histoire. C'est pas. En gros, je pense que ça s'appelle roman graphique parce que je crois que ça sort pas dans la presse. C'est pas quelque chose comme ça. Ça sort directement en volume. Je pense notamment à, pour moi, une des meilleures BD que j'ai lues dernièrement, ça s'appelle Day Tripper, qui est une BD brésilienne, et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui passe sa vie à mourir. Et en gros, la bande dessinée se compose de 15 morts que le mec vivra dans sa vie. Et en fait, c'est juste un prétexte pour nous parler de la vie, et de la nostalgie, et de tout ça, et c'est hyper touchant. Et ce qui me renvoie à une autre BD que j'aime beaucoup, qui est Seconds, de Brian Lee O'Malley, qui est aussi sur le même thème, qui est sur le thème de voyage dans le temps, tout ça, donc l'auteur de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley. Et voilà. Donc il y a plein de BD que j'aime, Joe, je sais pas. En parlant de voyage dans le temps, en ce moment, je suis en train de lire le Retour vers le futur édité par IDW. Ouais. Donc ça explore en fait tous les points inédits de la trilogie la trilogie originale. Ouais. Donc par exemple, il y a des tomes qui racontent la jeunesse de Doc. On apprend comment la rencontre entre Doc et Marty s'est déroulée. Ce qui s'est passé entre le moment où Marty a quitté 1885 et s'est retrouvé avec Doc. Donc du point de vue de Doc. OK. Donc la construction de la locomotive, un voyage dans le temps, tout ça. Et en ce moment, je suis en train de lire la mini-série sur Biff to the Future. OK. Qui est en gros l'histoire de Biff, le Biff que l'on rencontre dans le 1985 alternatif, donc le faux Donald Trump. OK. Pour encore mentionner ce bel homme. Et en gros, c'est sa montée pour voilà, il est devenu ça, Donald Trump, quoi. Voilà comment les deux, c'est sa rencontre avec le vieux Biff. Ça donne envie, moi, je trouve. C'est sympathique. Bon, les dessins sont pas très ouf. Ouais. Mais c'est écrit par Bob Gale. Donc Bob Gale qui était un des créateurs de Retour vers le futur avec Robert Zemeckis. OK. Et donc les histoires sont canon. Oui, c'est vraiment OK. Ça fait vraiment partie de. Ouais. Ah, donc oui, donc ça donne encore plus envie de lire. C'est pas juste la créativité d'un fan, quoi. Non, c'est vraiment une suite. Enfin, c'est pas une suite préquel, sidequel. Enfin, c'est vraiment ça fait. C'est genre des scènes coupées, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Et ça c'est cool. Ça c'est cool à lire, ouais. OK. Surtout quand t'es vraiment fan de la trilogie, là, c'est. Ouais, je vais essayer de les obtenir légalement, bien évidemment. Il y a une mini-série aussi qui est une adaptation du jeu vidéo qui était sorti il y a quelque temps. Ouais. Le jeu vidéo de Telltale. Ouais. Qui était un peu un Retour vers le futur 4. Voilà, c'est ça. Qui était sympathique, hein. Moi, j'avais plutôt aimé. Bon, qui après, était aussi écrit par Bob Gale, donc. Après, ça a les défauts d'un jeu Telltale, quoi. Donc. Ouais. Mais ouais. Donc, je sais pas, t'as une autre BD ou voilà, ou dire plus largement peut-être ce que t'aimes. Bah les comics de DC Comics, hein, j'aime bien DC Comics. Hein, je pense que les auditeurs l'ont deviné. Récemment, j'ai lu Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross. Donc sur Superman, si je me trompe pas. Sur Superman et la Ligue des Justiciers en général, en fait, ça se passe dans une dimension alternative de l'univers DC Comics original, où tu vois les super-héros, tous les super-héros DC Comics 20-30 ans plus tard. D'accord. Donc c'est très beau. Enfin, les dessins d'Alex Ross sont vraiment, c'est des peintures, quoi. Le mec fait vraiment des peintures de ses personnages, ça les rend iconiques. Et c'est vraiment un super tome à lire.
Moi, je me méfie. Hein, de plus en plus, je commence à croire que je n'aime pas les super-héros. Tu vois parce que j'ai lu certains tomes considérés comme cultes autant de Batman que de Superman, et j'ai beaucoup de mal. Batman, ça va encore. Non, Batman, il y a quand même des tomes que j'aime, mais Superman, chaque fois, je me dis, j'aime pas Superman. Je le trouve assez fade, quoi. Ouais, mais faut lire des romans graphiques qui subvertit un peu l'image de Superman, comme Red Son, je sais pas si tu l'as lu aussi. Non, je l'ai pas lu. Qui est très cool aussi. Explique le concept pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Donc Red Son, Superman, bon, vous connaissez tous l'histoire de Superman, il est envoyé depuis la planète Krypton qui est en train d'exploser, et il atterrit dans le Kansas où il est élevé par les Kent. Voilà. Sauf que dans Red Son, il atterrit en pleine... c'est l'Union soviétique. Hein. Ouais, voilà, c'est je crois que c'est la Tchécoslovaquie, enfin un vieux pays soviétique. Et donc il est élevé par des fermiers russes. Et il est élevé dans cette image de Staline et dans toutes les valeurs communistes. Donc t'as une belle image de Superman avec le logo, à la place du logo S, t'as la faucille et le marteau. Mm-hmm. C'est assez beau. Mais c'est un très bon roman graphique à lire aussi, si vous avez Superman. des yeux. Si vous avez des yeux, oui. Si vous pouvez lire. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est histoire de vous dresser un peu le portrait du fait que nous aimons la bande dessinée. Oui, on n'est pas complètement nuls. Ouais, on n'est pas que des vieux cons aigris qui présentent une émission de cinéma et qui n'aimons jamais rien. On est aussi des vieux cons aigris qui présentent des émissions de BD. Et qui n'aiment jamais rien. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Dernièrement, j'ai bouffé Last Man, mais genre... pour moi, c'est largement la meilleure BD. Je pense que c'est même 100% français pour le coup. Je pense pas que ce soit belge. Mm-hmm. C'est un truc de fou, quoi. C'est la meilleure BD de ces 10 dernières années, quoi. C'est épique, c'est dense, il se passe plein de choses. Ils savent manier le mystère. Genre, ils vont te teaser un truc, mais complètement subtilement dans le premier tome, et t'auras peut-être la réponse 3 tomes après, quoi. et ça, je trouve ça très très bon, quoi. Ta-da-ta. Donc, nous aimons la bande dessinée, et c'est pourquoi... comment dire c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons... Je parle comme dans une église... Sauf qu'il n'y a pas d'écho. Amen. Non, mais c'est pourquoi aujourd'hui on s'est dit on va faire une émission sur la bande dessinée à l'occasion de la sortie de Valérian, la cité des 1000 planètes, c'est ça? Je sais même pas. C'est ça, oui. De Luc Besson, le réalisateur préféré d'État de la Lumière. Parlons de la bande dessinée. Donc, je ne connaissais... Je dois avouer qu'avant que le projet soit annoncé, j'avais juste entendu parler de Valérian il y a plusieurs années dans une émission qui s'appelait... je pense qu'il ne s'appelle plus, mais qui s'appelait Bad Strip, qui était diffusée sur No Life. Et c'était à l'époque où No Life, on pouvait regarder leur programme gratuitement sur leur site internet. Et donc, je regardais cette émission de bande dessinée présentée par Davy Mourier, qui lui aussi est... Enfin, je dirais même qui est aujourd'hui d'autant plus dessinateur de BD, là où à l'époque, il était plus touche-à-tout. Ouais. Et donc, il avait eu l'occasion d'interviewer, je ne sais plus, c'était les deux créateurs, ou un des deux... C'était un des deux créateurs, en tout cas, de la bande dessinée Valérian. Et c'était à peu près, j'avais regardé l'interview, mais sans non plus me dire waouh, j'ai envie de lire cette bande dessinée, tu vois. Ça parlait du fait que ça avait été une bande dessinée qui a influencé bon nombre d'auteurs, bon nombre de cinéastes, qui a vraiment marqué son époque, puisqu'il faut rappeler que la première bande dessinée de Valérian date de 67. Et pour moi, c'est un truc que j'avais complètement oublié en lisant le premier tome. Et quand tu lis le premier tome, tu te dis waouh, ça date de 67, c'est ouf. Donc c'est une bande dessinée, j'ai oublié de préciser, de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Je crois que c'est Jean-Claude Mézières qui est dans l'interview, parce que en fait ça se trouve les deux sont morts, hein, mais je ne sais pas du tout. Quoique non, il y a pas eu un truc où ils sont venus sur le tournage du film ou je sais pas quoi.
Et puis ils ont terminé la série il y a quelques années aussi, enfin genre en 2012. Bon, c'était il y a 5 ans quand même, mais Ok. Valérian s'est terminé en 2012. Ah, ça, je savais pas. Je pensais que c'était... On sent les mecs informés ou pas, qui connaissaient pas du tout la BD avant... Avant Luc Besson. Ouais. Donc voilà, donc je me suis plongé dans la BD et malheureusement, je trouve que c'est une BD qui a un peu vieilli. Ouais. Dans le sens où j'ai souvent cette discussion que une œuvre doit correspondre quand même au code de son média. Et on peut jouer avec ces codes, tu vois, mais ça doit correspondre à ton média. Je sais pas, tu fais un film, tu me fais pas une pièce de théâtre, tu vois. Il y a plein de films auxquels je reproche de n'être qu'une pièce de théâtre filmée. Le cinéma, c'est l'art de la mise en scène pour moi. Si tu fais pas de mise en scène, t'as pas compris ton choix. Enfin, t'as pas compris ce que tu faisais. Fais une pièce de théâtre. Et je dis pas ça péjorativement. Je dis ça dans le sens où ton œuvre sera plus adaptée. Et il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé dans Valérian, c'est la quantité de texte. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui a pas très bien vieilli, dans le sens où parfois même le texte décrit ce qu'on est en train de voir dans la case, et que tu te dis, bah la case fonctionnerait en elle-même en fait. Là, tu ralentis complètement ton récit en faisant Valérian donne un crochet du droit à Michel, tu vois. Et t'es en train de le voir en dessous, en fait. Et tu te dis... Après, on peut l'excuser avec l'époque, parce qu'il y a la même chose dans Tintin, il y a la même chose dans... je pense dans les premiers Astérix, il y a à peu près la même chose, quoi. Donc c'est aussi parce que c'est une BD assez ancienne. Mais... C'est un peu la méthode Stanley aussi. Ouais, bah, Stanley est pas jeune non plus. Hein. Non, mais le fait que Stanley a touché à tous les comics Marvel, en gros. Donc il a dû écrire des milliers et des milliers de scénarios par semaine. Et en fait, c'est les dessinateurs qui qui dessinaient déjà les planches, et Stanley qui rajoutait par-dessus les dialogues et l'histoire en fait. Et beaucoup de ses répliques, c'est oh, je dois utiliser mon pouvoir, et à ce moment-là, sur la case. Non, là c'est pas ça. Là c'est pas ça. C'est un peu comme des didascalies du théâtre. Je ne sais plus. Ça a un nom, hein, ces cases dans lesquelles on décrit l'action, on décrit le lieu. Ouais. Je l'ai su, là je l'ai pas qui me revient. Non, c'est là-dedans où ça te met Valérian donne un coup de poing, tu vois, ou des trucs comme ça, et tu dis ah ouais. Oui, je le vois, tu vois. Là-dedans, ça a vieilli, et beaucoup de textes, genre franchement, par moment, t'as des phylactères de 10-12 lignes, quoi. Et tu te dis, ouais, ok. Oui, t'avais tout ça à dire, mais c'est long, quoi. Sur une case, ta case, en fait, t'as deux petits bonhommes en bas de ta case, et tout le reste, c'est une grosse bulle, et tu fais... la bande dessinée, c'est quand même d'abord, je trouve, un art de raconter une histoire par les dessins, quoi. Ouais, un peu comme le cinéma. Ouais. Ouais. Non, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai à dire par rapport au film tout à l'heure. On verra après. Mais donc je trouve que c'est une BD qui a vieilli là-dessus. Par contre, quand tu lis le premier tome, moi c'est le truc qui m'a choqué, c'est que j'ai pas tilté sur le coup que ça date de 67. Mais le premier tome, t'es genre dans un New York post-apocalyptique de 1986, je crois. Et c'est un New York inondé en mode à moitié jungle, à moitié New York. C'est super classe. Les dessins du premier tome, c'est marrant, m'ont beaucoup fait penser à Tom et Jean-Ry quand ils ont repris Spirou. J'ai vraiment retrouvé ce que j'ai pas retrouvé par la suite, mais dans le premier tome, j'ai vraiment retrouvé cet aspect Tom et Jean-Ry de leur premier Spirou, qui ensuite j'ai retrouvé dans Seul. C'est un style de dessin que je retrouve de temps en temps. Ouais, donc les idées sont vraiment cool, et tu te dis pour l'époque, ils sont quand même hyper novateurs. Mais les rythmes, je trouve vraiment que le rythme de la bande dessinée à lire, c'est pas des plus palpitants. Certaines scènes d'action vont durer que 2 cases, tu vois. Et tu vas dire, ah bah c'est dommage, ça aurait pu être sympa de voir comment tes personnages arrivent à se sauver, tu vois. Plutôt que faire, ah mon dieu, course-poursuite, enfin, non, moi je veux savoir ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment cette frustration de se dire, bah c'est un peu dommage. Mais je comprends que ce soit une BD qui ait autant influencé des auteurs et qu'elle soit considérée comme culte, parce que vraiment c'est très novateur, notamment et ça je pense qu'on va en revenir par rapport au film, par rapport au personnage de Laureline. Oui. Y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le premier tome, c'est que
je me suis dit, ah bah non, en fait, on dit que Laureline, elle est badass, mais en fait, elle sert à rien, quoi. Parce qu'en gros, dans le premier tome, t'as Valérian qui doit aller sur Terre pour empêcher un mec qui s'est évadé d'une prison, et qui a pris une machine à voyager dans le temps pour fuir dans les années 80, tout ça, aux États-Unis. Donc il est envoyé pour aller récupérer ce mec-là, et Laureline, elle reste sur la station spatiale, tu vois. Et tu fais, ah, d'accord, c'est ça, Valérian et Laureline. Et en fait, plus tard dans le tome, elle arrive, et genre, il fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Et là, elle te raconte que, elle est arrivée sur Terre, mais elle est pas arrivée au bon endroit, elle est arrivée chez un dictateur sud-américain, et genre, elle l'a martyrisé, elle lui a volé son hélicoptère, machin, tout ça, et tu dis, ah non, en fait, c'est une badass, et en fait, c'est elle qui dans le duo, a un petit peu les cojones, quoi. Et, pour le coup, c'est pas toujours le cas. Il reste, je dirais pas que c'est des clichés, c'est une part plus féminine par moment, tu vois. Mais on est quand même dans un personnage assez fort féminin. Et donc là-dessus aussi, tu dis, je comprends que ce soit considéré comme une bande dessinée complètement moderne qui est vraiment influencé pas mal de personnes. Et on va un peu pitcher le film où, en gros, les agents spatio-temporels Valérian et Laureline, ils accomplissent des missions dans leur vaisseau. Plus spatiaux que temporel, quand même. Ouais, là, l'aspect temporel est complètement rejeté du film, j'ai trouvé. Et un jour, ils doivent aller sauver un truc, ils doivent aller récupérer un colis, ils savent pas ce que c'est, et à partir de ce moment-là, ils vont aller se retrouver dans une cité de 1000 planètes. Voilà. Oui, voilà, en fait, le scénario est dans le titre. Le titre est plus complexe que le scénario, je pense. Sincèrement. En gros, je trouve que la meilleure idée du film, qui n'est pas dans la BD, et que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, c'est d'avoir fait que la Station Spatiale Internationale est devenue la Cité des 1000 planètes. Ouais. Tu vois? L'intro du film où tu vois l'évolution de la station spatiale sur Space Oddity, c'est vraiment un des plus gros bons points du film, en fait. Ouais, mais elle est pas très bien faite non plus. Ouais, mais ça commence plutôt avec un bon sentiment comme ça, tu dis, ça peut être sympa, tout ça. T'as du Bowie, t'as cette idée de Station Spatiale Internationale qui est devenue, au fur et à mesure des rencontres avec les extraterrestres de plus en plus énorme, et donc est devenue une cité géante où des milliers de peuples qui du coup doit quitter l'orbite terrestre parce que ça prend trop de place. Ouais, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais je trouve que déjà la mise en scène de cette séquence est complètement foirée. C'est juste des mecs qui passent dans un couloir qui se serrent la main. Et c'est con parce que ça a commencé par un truc intéressant, en mode image d'archives du premier mec qui allait dans la Station Spatiale Internationale. Ouais. Et je trouve que ça aurait été bien plus intéressant de faire tout ça en mode presque image d'archives, quoi. Genre, on regarde en image d'archives tous les peuples qui sont rentrés, en fait, dans ce truc-là. Et que ce soit fait presque, genre, on regarde des extraits de journaux des époques ou je sais pas quoi. Pas juste des mecs qui rentrent dans une pièce et qui se serrent la main. Tu vois? Et moi, ce que je me suis rappelé, et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est que il y avait une interview de Luc Besson qui dit « Ah, la scène d'intro du film, elle a été trop difficile à expliquer à mes équipes. Et donc, on a dû tourner une maquette avec les étudiants de l'école de la Cité, donc l'école de Luc Besson. » Mais il parlait pas de la scène du marché, plutôt? Non, il parle de la scène d'intro du film. Ah non, je pensais qu'en fait c'était la scène du marché qu'il avait en tête, enfin qui était trop compliquée. Non, je pense que c'est la scène. Il a dit la scène d'intro du film. Il fait la première séquence du film était trop difficile à expliquer. On a dû tourner une maquette pour la faire. Donc moi j'ai envie de dire, mon gars, si t'as pas su expliquer qu'on voit l'évolution on part de la Station Spatiale Internationale pour arriver à la Cité des 1000 planètes et que tout ça c'est fait sur un montage où des gens se serrent la main. Chaque année, il y a des nouveaux venus, on les serre la main, on les accueille, on fait un pot d'entrée. Qu'est-ce que tu comprends? Enfin. Alors, t'es une station de planète qui avec des. Je vais demander à mes étudiants d'expliquer. Après, ça se trouve sa scène d'intro a changé, hein. Tu vois, genre il s'est dit non, je vais pas prendre ça en scène d'intro. Mais si c'est ça ta scène d'intro que t'as pas su expliquer, mon gars, ça explique le reste du scénario. Hein? Alors, vous le sentez peut-être déjà, parce qu'on l'a pas dit, hein, mais on a peut-être pas forcément bien aimé le film. On a peut-être pas forcément adoré... Enfin, attends. Moi, je voudrais déjà le féliciter sur un truc. Et je suis sincère.
Moi, je voudrais féliciter Luc Besson d'avoir réalisé ce qui, si je me trompe pas, est aujourd'hui le film le plus long de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il dure 14 ans. J'ai fêté mes 14 anniversaires pendant la séance. Ah, mais c'est ça le concept d'agence spatio-temporelle. C'est ça, c'est que tu vois pas le temps passer, mais en fait, le film, il dure 14 ans. Enfin, si, justement, tu vois le temps passer. Oh, tu crois que j'allais dire du bien du film? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il a quand même fait un film de space opéra français, français européen, quoi. Ouais. Et c'est coloré. Voilà. Dans une époque de blockbuster gris, c'est coloré. Et c'est le seul réalisateur français qui fait du film de genre pour grand public. C'est ça. Moi, j'aimerais juste que ce soit de meilleure qualité. Le mec a les moyens et fait pas de bons films. Et c'est ça que je trouve triste. En plus, dans une interview récente où on lui a dit que bah oui, c'est le film le plus cher, le film français le plus cher, et il a répondu et alors? Bah et alors, ça reste un film de merde. Et ça fait chier de faire un film à 200 millions d'euros. Surtout que il endette sa propre compagnie. Tu vois? Oui, sa propre entreprise pour faire un film, mais qui est vraiment pas très bon. Je pense qu'on va revenir un peu point par point. Déjà, j'ai envie de parler du premier truc, le casting. Oh putain. Je pense que ça résume très bien. J'ai jamais vu aussi peu d'alchimie dans un binôme principal de film, quoi. Ouais. En gros, on a l'impression mais t'es censé t'attacher à ces personnages. On a l'impression de voir... C'est comme si on avait fait un film que sur les 5 premières minutes entre Danny Glover et Mel Gibson, tu vois, dans L'Arme Fatale. C'est-à-dire, ils se détestent. Et ben, on a l'impression que tout le long du film, ils se détestent, mais on est censé croire qu'ils s'aiment. Ouais. Et c'était fou. C'était fou de me dire que... comment t'en es venu à choisir ces gens-là? Dane DeHaan, qui parle comme... je sais pas, ce mec-là, il faut qu'il se fasse poser une prothèse de gorge ou... Mais Dane DeHaan n'est pas mauvais en soi. Enfin, il est juste bon dans des films où il joue des gens torturés. Voilà, en fait, il est pas dans des films indépendants où il joue des jeunes torturés. C'est pas le jeune aventurier. Voilà, il peut pas jouer un personnage à Harrison Ford dans Indiana Jones ou dans Star Wars. Il faut un acteur à la Harrison Ford. Il fallait Harrison Ford jeune, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin. Non, mais je trouve que Cara Delevingne n'est pas une actrice. Point. Faut arrêter avec ça. Elle est moins pire que dans Suicide Squad. Elle est moins pire que ce que je pensais. Mais elle est quand même. Elle est mauvaise, mais elle est moins pire que ce que je pensais. Parce que là, il essaye de la rendre un peu comique par moment, mais. Oh là là. Je pense qu'elle a la fibre comique de Kev Adams, quoi. Elle est aussi drôle, quoi. Elle joue aussi bien la comédie. Puis c'est deux ados tous les deux. Enfin, ils ressemblent à deux ados dans le film. Mais en fait, c'est censé être des majors, enfin c'est censé être des putains d'agents spatio-temporels qui ont déjà vécu plusieurs affaires. Puisque quand on les voit ensemble, ils se connaissent depuis des années et ils font leurs aventures depuis quelque temps. Ouais, et t'as les autres agents qui travaillent avec eux dans la scène du marché, qui se disent « Oh, c'est Laureline, c'est Valérien, mais c'est ça. Ils sont censés être vraiment avoir une putain de réputation, mais t'as l'impression de voir des ados. Et des ados qui sont chiants. Ouais. Genre, je t'aime moi non plus, tout ça, c'est super. Oh là là. Oh là là. Mais Valérien, on dirait Pépé le putois, en fait. Non, mais c'était... Il a ce côté un petit peu violeur de vouloir se taper Laureline pendant tout le film. En fait, les seules interactions qu'il a avec elle, c'est « je veux te pécho. Je veux te pécho, mais tu veux pas, mais je veux te pécho parce que je sais qu'au fond de toi, tu veux. » je suis un personnage attachant, hein. J'ai juste envie de violer Laureline. Ouais. Et je parle comme ça, histoire d'être sympathique. Mais même le casting secondaire, je l'ai trouvé dur, quoi. Il y a des gens que j'aime, mais je les ai pas sentis investis, quoi. Enfin, prends Clive Owen en méchant. Oh, merde, on a spoilé. Sauf que tu présentes ton personnage comme un méchant, et ton twist de fin, c'est que c'est le méchant. Le mec, il est général. C'est le mec le plus haut placé de la chaîne de commandement de Valérian, tout ça. Il arrive avec des soldats robots habillés tout en noir.
Et il arrête pas de faire des regards en mode « Je suis méchant, j'aime pas Valérian et Laureline parce que ils veulent sauver le monde. » Et ton twist, c'est que c'est le méchant du film. Ta ta ta. Mais c'est pas possible, quoi. Et donc Clive Owen, je l'ai trouvé en mode j'en ai plus rien à foutre de la vie, quoi. Déjà, je me suis dit tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc je pense qu'il a été le repêcher quelque part. Il était à la dérive comme ça sur son radeau. Et il y a Luc Besson qui faisait il passait avec son jet, il fait j'ai des sous, viens. Tu vas jouer le méchant qui est pas le méchant de mon film. Donc, lui, tu sens qu'il en a rien à foutre. Ethan Hawke, il est là, une scène, il en a rien à foutre non plus. Il est dans un costume, j'ai jamais vu un costume aussi ridicule de ma vie. Je pense que là, il a récupéré dans une soirée coque mais c'est ça. chez Richard Linklater. Je pense qu'Ethan Hawke, il est venu avec sa vraie tenue, quoi. En mode, il était en pleine rave party ou un truc, et genre, il a fait, vas-y, viens. Il fait, ouais, mais j'ai un piercing dans le nez, un chapeau de cow-boy, ça n'a aucun sens. On s'en bat les couilles. Mon film n'a aucun sens. Viens, tu vas jouer du piano et ça va faire de la dubstep ou je sais pas quoi. Parce que les jeunes aiment la dubstep, hein. Les jeunes aiment la musique électronique. Les jeunes. On parlera pas d'Alain Chabat parce que ça m'a blessé le cœur. Enfin, il y a un truc qui m'a quand même perturbé dans la séquence avec Alain Chabat. C'est le fait que j'ai eu le sentiment qu'il a été complètement redoublé. Mais par lui-même. Oui. Mais toute sa synchro labiale est pas là du tout, quoi. Et pourquoi? Soit son accent anglais était pas assez bon, ou il y a eu des soucis d'enregistrement, je sais pas, mais Alain Chabat est redoublé par lui-même. On parle en VO, hein, on explique. Oui, évidemment. Donc c'était perturbant. Tiens, je viens de tilter d'un truc, et je pense qu'on peut enchaîner, parce qu'après le casting, on s'en bat les couilles, c'est pas des gens connus. Enfin, si, il y a des gens connus, mais ils viennent... Il y a Rihanna. Ils viennent... ouais. Mais, ouais. Attends, on va en parler après. Je veux maintenant parler de la structure du film. Parce que là, ça fait 2 fois que je dis, ils sont là une scène. Tu vois, quand je parle d'Ethan Hawke et quand je parle d'Alain Chabat. C'est parce que la structure du film est problématique à mes yeux. Oui. Et attention, parce que en lisant le tome de Valérian, je me suis rendu compte que c'était déjà un peu là. C'est-à-dire que c'est presque écrit comme un gamin de 14 ans qui écrit au fur et à mesure. Non, mais tu vois, on a l'impression d'un film qui a été écrit au fur et à mesure. C'est-à-dire que et puis là, dans cette scène, il trouve un pistolet. Mais je sais pas encore à quoi il sert. Donc, ils ouvrent une porte, et derrière, je sais pas, il y a un désert. Tu vois. Ouais, alors, et dans le désert, ils rencontrent des créatures, c'est des monstres, ils sont monstrueux quand même, hein, et puis ils font une scène d'action, et après on vient les rechercher, non, je suis trop un génie, c'est grâce au pistolet qu'il a volé dans la scène d'avant qu'il arrive à tuer le monstre, et après ils s'en vont. Et j'ai l'impression que tout le film a été écrit comme ça. Sauf qu'entre chaque séquence, t'as un personnage qui raconte tout ce qui se passe. Ouais. Pour être sûr qu'on ait bien compris le film, tu vois. Oui, voilà. Pour être sûr t'as toujours des personnages qui font des résumés du film au fur et à mesure. Voilà, il y en a toujours un qui t'explique soit la backstory du film, soit ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Mais oui, ouais. Mais ce qui m'a énervé pendant tout le film, c'est ces explications incessantes sur tout ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. Et plus t'avances dans le film, plus c'est horrible. Oui, parce que le film ralentit complètement. C'est-à-dire qu'au début, c'est chiant, mais c'est juste parce que c'est pas intéressant. Mais il se passe plein de trucs. Par la suite, c'est pas intéressant, et en plus, c'est vraiment chiant. C'est-à-dire que le rythme est décélère complètement, et on n'est plus que dans des explications du film qu'on a déjà vu il y a 1 heure, quoi. Genre, ils vont nous remettre les mêmes séquences en mode, ouais, mais maintenant, tu sais, que le peuple qu'on a vu au début, en fait, c'est des gentils. Mais on s'en doute que c'est des gentils, putain! Tu nous montres la destruction de leur peuple en mode c'est émouvant. On va pas croire que les méchants de ton film sont méchants. Ils ont des grands yeux tout ronds, tout mignons, ils peuvent pas être méchants. C'est surtout Avatar, comparé au grand robot imposant tout noir avec le regard rouge. Non mais c'est ça. Ils nous montrent des persos, des gros robots avec les regards rouges et tout, c'est les gentils. Mais alors, les persos... À la fin, ils tuent tout. les persos qui ressemblent aux Na'vi d'Avatar mais en blanc... il nous fait croire que c'est des méchants et il pense qu'on va y croire une seule seconde. Ouais, franchement, ce plagiat d'Avatar, je trouve ça... Mais en fait, Luc Besson, il écrit du cinéma pour les gens qui n'ont jamais vu de film.
Tu vois? C'est un peu l'effet, tu vois, il se dit, c'est un peu comme si les gens, ils allaient voir l'arrivée en gare de la Ciotat, tu vois, en Oh mon Dieu, le train arrive vers nous! en 1895, quoi. C'est en mode, oh mon Dieu, c'est magnifique! Oh, Dieu. Mais non, Luc Besson, on a vu des films. On sait comment fonctionne une histoire. On sait comment ça se raconte une histoire. Ça se raconte pas comment tu le fais. Tu nous mets au début des indices qui spoilent absolument tout ton film, en fait. T'enlèves la séquence avec tes extraterrestres bleus, tu crées du mystère sur qu'est-ce que c'est que cette espèce qui est en train de foutre la merde dans la cité des 1000 planètes. Tu vois, on sait pas que leur planète a été détruite, on sait pas qu'il y a un gros vaisseau qui est détruit. Déjà, le gros vaisseau, il se crache, ça détruit la planète, mais admettons. On sait pas enfin, tu vois, ça crée beaucoup plus de mystère si t'enlèves ce début foireux, quoi. Où tu spoil tout ton film, en fait. Et c'est écrit avec le cul, quoi. Voilà, une séquence, un nouveau personnage, il arrive un truc, on avance. Une nouvelle séquence, un nouveau personnage, on raconte un truc, on avance. Par contre, étonnamment, la BD le film est vraiment fidèle à la BD. Ça, je m'y attendais pas. Mais dans le sens où, en gros, si tu veux, la bande dessinée, elle arrive au moment... La bande dessinée débute au moment où... Alors, dans la bande dessinée, c'est un ambassadeur, mais je sais plus si c'est un ambassadeur dans le film, se fait enlever, tu vois, et que les aliens, ils tirent avec leur pistolet qui tire du sperme bleu, et qui se retrouvent tous collés dans le sperme. Ouais. Et donc là, l'ambassadeur se fait enlever. Dans la BD, Valérian se fait enlever avec, ce qui fait que dans la BD, Valérian est nulle part. C'est-à-dire, il est dans les 3 pages de fin, presque. D'accord. Ce qui est le contraire du film. Ce qui est le contraire du film, et ça en est Vu que Valérian est là de bout en bout et Laureline, on la voit de temps en temps. Le film s'appelle Valérian, pas Valérian et Laureline. Là, on l'avait vraiment compris pourquoi il a changé de nom. Ah bah oui, mais ça, voilà, on va en parler. Donc si tu veux, tu vois, la bande dessinée commence à peu près là. Ça arrive très vite, ça, tu vois. Ça arrive genre au bout de la 3e ou 4e page. Mais ça, c'est déjà au bout d'1h20 de ton film. Non, mais sans être méchant. C'est assez tard dans le film que ça arrive. Et donc ensuite, la bande dessinée, c'est le parcours à travers ce qui dans la bande dessinée s'appelle, je l'ai noté, je sais plus comment s'appelle la ville dans le film. Dans la bande dessinée, ça s'appelle Point Central. Et donc c'est la quête de Laureline à travers tout Point Central pour retrouver Valérian. Elle y fait des rencontres avec des personnages qui sont dans le film. Pour le coup. Ouais. Les 3 extraterrestres chiants, là, qui demandent tout le temps de l'argent pour avoir des infos, sont dans la bande dessinée. Et c'est même, pour moi, un des gros défauts de la bande dessinée, et qui est le même défaut que dans le film, c'est-à-dire que c'est eux qui font avancer l'histoire, quoi. C'est en mode, on sait pas quoi faire, ils arrivent, font, tu nous donnes les sous, et puis on te dit ce qu'il faut faire, tu vois. Ils me font penser au vert dans Man in Black. Ouais, j'y ai pensé la même chose. Donc elle rencontre ces personnages. Le transmuteur, là, l'alien qui, quand tu lui mets un objet dans la bouche, il te le multiplie. Il est dans la bande dessinée, mais il n'a pas du tout la même utilité. Là, il sert juste à, quand elle doit payer des gens, elle multiplie l'argent et c'est tout. Mais en fait, c'est parce que le transmuteur, à partir de ce tome-là, devient le spip, un peu, de Laureline. Ouais. Et est présent par la suite dans la BD. Il n'a pas du tout l'importance qu'il a dans le film. Tu vois? Et donc là, on va revenir sur un point sur lequel tu voulais venir. Le personnage de Rihanna est présent. Ah ouais. Mais absolument pas de la même manière. On va parler de Rihanna. Oh putain. Si tu peux commencer, si tu veux. En fait, j'ai eu un des plus gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est les valeurs qu'il transmet. Ouais. C'est cette scène avec Rihanna qui dure 5-10 minutes, je pense. Enfin, ça m'a semblé très long. Oui. Où elle danse dans différentes tenues. Ouais. Je pense que c'est la liste de tous les fantasmes de Luc Besson. C'est ça. Déjà, moi, le truc qui m'a un peu... Au dehors de l'aspect complètement sexiste d'avoir 5 minutes une meuf les seins à moitié à l'air dans ton film familial.
déjà, bah, ça marche pas dans l'univers, parce que c'est les codes sexuels du 20e et 21e siècle qui sont présentés dans cette séquence. Mais admettons que... Et cette séquence n'apporte rien à l'histoire en elle-même, en fait. Non. Je repensais à la princesse Leia dans le Retour de Jedi qui est en tenue d'esclave. Ouais. Elle est évidemment objectifiée pareil vu qu'elle est en tenue d'esclave, retenue prisonnière par Jabba. Sauf que ça se finit sur cette image où elle brise littéralement ses chaînes et elle étrangle son oppresseur. Mmh. Voilà. Rihanna meurt au bout de 10 minutes, on s'en branle. On n'a pas eu le temps de s'attacher à son personnage parce que elle sert à rien. Mmh. Et elle finit parce qu'elle veut protéger ses nouveaux amis qu'elle connaît depuis 10 minutes. C'est ça. Ils deviennent amis au bout de 10 minutes en mode « Ah, je vais me sacrifier pour vous alors que je voulais retrouver avoir une vie à nouveau. » Avec j'ai oublié cette petite réplique assez malaisante de Valérian. Ouais. Quand le personnage de Rihanna prend sa véritable forme. Ouais. Parce que Valérian lui dit « Non, je veux voir ta forme normale. » Du coup, elle prend sa forme de grosse bulle géante bleue, enfin sa forme originale d'extraterrestre. Comme elle est dans la BD. Voilà, Valérian lui dit « Non, pas ce normal-là, l'autre normal. Voilà. » C'est-à-dire le normal que je trouve bonne, quoi. Boobs. Voilà, celle que j'ai envie de me taper, parce que je suis un putain de violeur. Mais et j'en pensais, cette scène, c'est exactement l'inverse de la scène de X-Men, le commencement, entre Magneto et Mystique, où il dit « Ah non, je veux voir ton vrai normal. » Et elle se transforme en Jennifer Lawrence, blonde, tout ça. Puis après, il dit « Non, ton vrai normal. » Et puis tu la vois avec sa vraie forme bleue, tout ça. Et c'est la forme que Michael Fassbender voulait voir. Et là, c'est exactement l'inverse. Parce que on est dans un film écrit par un gros connard sexiste. À savoir que dans la bande dessinée, ce personnage... Donc dans le film, elle est un peu esclave d'un strip club, on va dire. D'Ethan Hawke. Qui est géré par Ethan Hawke avec un chapeau de cow-boy à piercing. Parce que c'est futuriste. Oui. Il y a plein de trucs où je me dis, ah ouais, c'est futuriste. Genre, ils ont des chapeaux de cow-boy. Genre, ils ont des bus des années 80. Tu vois? Ouais. Pourquoi? On sait pas. Juste avant qu'il rencontre Ethan Hawke, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il a réussi à gâcher un de mes films préférés. Ouais. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah putain, il y a Jessica Rabbit, c'est vrai. C'est vrai. Ah, j'avais oublié. J'étais sur le fauteuil, j'étais en train de mourir sans moi-même. Ah, j'ai oublié qu'il a mis Jessica Rabbit, ce con. Ah. Bon, ce que je voulais dire, moi. Vas-y, je te laisse. Que le perso de Rihanna est présent dans la bande dessinée. Et qui a un peu une même fonction, mais pas le même poste, c'est qu'elle a un peu la gérante d'un segment de la cité qui a un petit peu Westworld, tu vois, dans lequel on te fait vivre ton rêve, ton fantasme, tout ça, et donc c'est Laureline qui est confrontée à ce personnage, et Laureline se retrouve dans un truc un peu genre des bains romains ou un truc comme ça, avec des mecs musclés dans l'eau et tout. Sauf que elle envoie chier le truc en mode non, je veux que je viens voir machin parce qu'elle doit m'aider. Et donc là, elle se transforme en normal, en blob quoi. Bloop. Et ensuite, ben pareil, Laureline va rentrer dans le blob afin de prendre exactement la même apparence que l'alien dans le film. En fait, c'est la même scène que dans le film, sauf que dans le film, c'est Laureline qui est esclave d'un extraterrestre géant, là. Enfin, d'un pop géant, d'un extraterrestre. Ouais. Et c'est Valérian qui se retrouve dans la peau de l'alien, qui lui-même copie un alien. C'est compliqué. Bah là, c'est la même chose, sauf que c'est Laureline. Attends, on va appeler les étudiants de l'école de la cité pour expliquer ça à nos auditeurs. Sauf que là, c'est dans la bande dessinée, c'est Laureline, et c'est même pas à ce moment-là qu'elle retrouve Valérian. Mais donc il y a plein de scènes en commun. La scène avec Shabba est liée, mais c'est pas du tout le même design. Ils vont chercher la méduse sur le dos de la créature et donc elle se la met sur la tête. Il y a pas la blague de ah c'est pas sa bouche. Non, non là, elle se met la méduse sur la tête parce qu'elle le savait que ça faisait ça. C'est elle-même qui va trouver le truc pour le faire. Sauf qu'elle est incompétente dans ce film. Donc dans la bande dessinée, c'est elle qui sait les trucs, et quand elle sait pas, elle va voir les trois mecs, elle les paye pour qu'ils lui donnent l'info,
tu vois. Et elle fait des trucs. Dans le film, c'est les autres qui lui disent quoi faire, et limite, ils lui prennent la main. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Et la scène où, justement, Valérian va la sauver du mec qui veut la bouffer. Ouais. Il y a un moment, elle prend une épée, donc tu penses qu'elle va se battre avec Valérian contre tous les attaquants. Non, sauf qu'elle tue quelqu'un, et après elle regarde Valérian se battre contre tout le monde, genre avec un petit sourire, genre, il est tellement beau. C'était pour avoir un plan pour la bande-annonce, pour faire regarder les badass. Ouais. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est... Moi, je sais... Si, je pense quand même. J'allais dire, je sais pas si Luc Besson est foncièrement sexiste. Non, mais attends, si dans la bande Disney qu'il aime tant, Laureline a une position de puissance comme ça... Non, mais en fait, voilà. Ouais, mais je pense pas. Il y a ce personnage de Rihanna qui est aussi un personnage puissant dans la BD, et qui sont tous les deux renversés, enfin, qui ont Rihanna a un personnage de prostituée esclave, et Laureline, c'est la demoiselle en détresse. C'est que Luc Besson ne voulait pas vraiment montrer ça, quoi. Enfin, c'est lui qui a écrit le scénario. Bah, en fait, moi, j'ai surtout l'impression que ce qu'on a vu, c'est une fanfiction écrite par un mec de 14 ans. Et genre, il a pris la BD qu'il aime, il en a fait nawak, en mode, ça correspond pas forcément aux idées créées par les auteurs originels. Ouais. Il y a mis sexualité naissante, en mode j'ai 14 ans, les filles elles ont des seins, genre ils parlent leur sein, elles vont être en décolleté tout le temps. Et Valérian c'est lui, donc le personnage qui veut baiser tout le monde. Valérian c'est le héros, ouais, non mais voilà. Et je pense qu'il écrit comme un gamin de 14 ans. Clairement. Mais un truc que j'aime rappeler, et j'en parlais en off, je sais plus en fait si j'en parlais en off ou dans l'émission. Je pense que c'était en off. Mais Luc Besson a quand même écrit tout ce qui est Taxi, les transporteurs, Taken, tout ça. Donc si c'était un scénariste aussi brillant que ce que tout le monde clame, non, enfin, on n'aurait pas droit à des films pareils, quoi. Le mec écrit comme un gamin de 14 ans. Taken, c'est « ils ont volé ma fille, alors on va faire la bagarre !» Et donc, il y a des prostituées. Et des voitures, les voitures c'est cool, ça fait vroom vroom. Non, mais voilà, c'est... Je pense que Luc Besson, c'est le Donald Trump du cinéma français. Non, mais, gars, il a le pognon, ce qui le rend puissant, quoi. Mais c'est un gros beauf. C'est un gros beauf avec du pognon. Ouais. Et au même titre que Luc Besson a le pouvoir parce qu'il a l'argent. Et c'est un putain de gros beauf plein d'argent, quoi. Ouais. Et ça fait chier que le mec le plus puissant du cinéma français, ce soit ça, quoi. C'est un mec qui est incapable d'écrire un film cohérent. Qui comprend pas que montrer que la race extraterrestre nos personnages vont rencontrer plus tard dans le film, nous montrer que leur peuple a été massacré, tout ça, ça va forcément nous créer de l'empathie pour ces personnages. Et donc, ne pas créer de suspense sur les réelles intentions de ces personnages. Que nous montrer que le général qui a ses robots noirs, machin, tout ça, et nous faire croire que c'est un gentil, ça ne fonctionne pas. Le mec se rend pas compte, quoi. Et c'est ça que je trouve fou. Et le mec se prend tellement pour un génie qui trouve le moyen d'écrire des personnages qui rappellent tout le long du film l'histoire du film pour être sûr que tu sois pas perdu. Mais mon gars, tu t'es pris pour David Lynch. David Lynch devrait faire ça parce qu'on comprend pas. On comprend pas toujours. Je sais même pas si lui-même comprend. Moi, je pense qu'un jour, David Lynch, il va se dénoncer en mode, je suis un gros troll, les gens. Vous allez être cons, y a rien à trouver. Apparemment, Twin Peaks aussi, c'est un gros troll en ce moment. Je sais pas, j'ai toujours pas fini la saison 2, il faut que je la finisse. Je sais pas, mais les retours que j'ai, c'est souvent des gens qui se marrent bien devant la série. Non, mais c'est ça, apparemment, c'est que c'est pas du tout Twin Peaks, et c'est juste du David Lynch, quoi. et donc, il y en a qui gueulent parce que c'est pas Twin Peaks. En fait, ce qui est marrant avec cette saison de Twin Peaks, c'est que je crois que chaque semaine, à chaque nouvel épisode, par contre, il y a beaucoup d'épisodes, et ça fait chier. Ouais. Parce que j'aime bien mes séries courtes, maintenant. À chaque épisode, chaque semaine, je vois des avis complètement opposés, en mode, c'était de la merde. Genre, quand il y a eu Michael Cera, j'ai lu, genre, dans la même journée, la scène avec Michael Cera, c'était vraiment de la merde, c'était malaisant, machin et tout. Et,
oh putain, la scène avec Michael Cera, c'était brillant. donc je me dis, David Lynch, un jour, je pense qu'on En même temps, David Lynch, c'est un petit peu le roi du malaisant aussi. Ouais, mais il est génial. Moi, j'adore David Lynch. David Lynch, il a même un rôle dans une saison de Louis où il est complètement David Lynch, quoi. Et il joue pas son propre rôle, mais il est merveilleux dans cette saison. Et j'aime bien David Lynch alors que je comprends pas tout. La preuve qu'on peut faire du cinéma où on comprend pas tout et avoir du talent. Nicolas Winding Refn. On est sympa dans cette émission, je le trouve particulier. On est très gentil aujourd'hui. Bah en même temps, on est là pour parler de Valérian et c'était vraiment dur, quoi. Je sais pas si t'as des trucs à... En fait, au final, on est parti complètement... On n'a pas suivi d'ordre particulier. Non, pas du tout. Mais je sais pas si t'as des points à rajouter. On a dit que l'histoire était inintéressante parce qu'elle est spoilée dès le début, en fait. Il s'auto-spoil. Oui. Le casting est pas bon. C'est coloré, mais les effets spéciaux sont pas non plus... Enfin, ça va. Je trouve que ça va, mais c'était pas non plus oufissime, quoi. Mais ça va. Si les femmes cherchent aussi un personnage dans lequel s'identifier, ben faut pas regarder ce film non plus. Alors. Ah bah non. Ah non. C'est la pire fausse femme forte que j'ai vue au cinéma. Ah non, il y a eu aussi le personnage dans Alien Covenant. La nouvelle Hélène Ripley qui en fait passe son film à pleurer, tu vois, et à pas se battre, et à la fin elle se bat, mais sauf qu'elle est pas crédible puisque t'as passé ton film à pleurer. Voilà. Et les seules scènes où on la voit vraiment badass, en fait, c'est des scènes tournées pour la promotion du film. Ouais, ça va. Ah putain, mais ça, je sais pas. Faudrait qu'on fasse un dossier, un truc, parce que c'est malade, ça. Ça, c'est malade. D'avoir tourné des scènes juste pour la promo du film en mode oh badass et elles sont pas dans ton film, je trouve ça génial. Rien à rajouter sur Valérian? Si le point fort du film, enfin le point sur lequel le film est vendu en fait, puisque quand tu regardes les bandes annonces, tu vois jamais, ils te racontent jamais l'histoire du film, ils te montrent juste les visuels. Ces fameux visuels qui ont été en gros volés aux participants du concours. Alors, il y a deux choses. Pour le coup, il y a des visuels qui viennent de la bande dessinée. Il y a vraiment des créatures. Je te dis, la race extraterrestre contre laquelle ils se battent à un moment, quand Laureline est esclave, elle est dans la bande dessinée. Le blob bleu est dans la bande dessinée. Les aliens ouvriers sous l'eau, machin, sont dans la bande dessinée, tout ça. Reste la question, et j'aimerais bien qu'on nous clarifie ça un jour, du concours des costumes du film. Puisque officiellement, il y a eu 16 gagnants, je crois, de ce concours. On doit préciser le concours. C'est un concours pour designer un costume qui se retrouvera dans ton film, dans Valérian. Donc il y a eu 16 gagnants. Je crois que la liste est disponible sur Internet. Enfin, je crois, non, je sais, je l'ai vu et j'ai même pas particulièrement reconnu des costumes dans le film, mais bon, on verra. Ma vraie question, c'est, Monsieur Besson, il y a eu beaucoup de participants. Où sont les preuves que tu as vraiment, avec ton esprit brillant et tes collaborateurs brillants, mis en place tous ces costumes, toutes ces créatures, tout ça, sachant que à chaque nouveau film, Monsieur Besson, vous êtes accusé de plagiat. Non, cette fois le truc c'est de dire que Star Wars a plagié Valérian. Ouais. Comme ça, tout le monde oublie que Luc Besson est un plagieur de base. Non, mais un truc j'ai vu une interview parce que il y a pas longtemps, il a dû donner de l'argent à John Carpenter pour avoir plagié, pardon. New York 97. New York 97 pour son film Lockout. Ouais. Et il a dit, ouais, mais bon, ça fait plusieurs fois, ça fait 10 fois qu'on m'accuse de plagiat, c'est que la première fois que je perds, donc ça va, tu vois. Et je me suis dit, mais quel enculé, ça. Ouais, et je me suis quand même dit, ah ouais, il a quand même été accusé 10 fois, quoi. Une dizaine de fois de plagiat. Et il y a rien qui nous prouve aujourd'hui que tous les costumes qui ont dû lui être envoyés,
Il y a le nombre de participants sur Internet, mais il y a eu des milliers de participants. Enfin, moi, j'ai aucune preuve, quoi. Moi, je peux pas lui faire confiance à ce mec-là. Je suis persuadé que dans les clauses du concours, il doit y avoir une clause d'appartenance. Enfin, une fois que t'as envoyé ton design au film, enfin, Luc Besson, il a tout de suite les droits sur le... Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais. Mais moi, j'ai aucune confiance en ce mec-là. Aucune. Il a tellement été attaqué par le passé parce que on sait qu'il plagie, ce mec. Putain, moi je lui fais pas confiance sur cette histoire de costume. De toute façon, dès le moment où il avait organisé ce concours, tout le monde s'était méfié en mode oh là, ouh là là, ouh là là, monsieur créatif n'a plus d'idées, qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais, c'est triste. Je repense à ça encore un dernier truc parce que voilà, on est déjà un peu dans tous les sens maintenant. Oh oui. La scène d'introduction de la cité des 1000 planètes. Oui. Donc quand t'as l'ordinateur de bord qui t'explique au nord il y a les banquiers, au sud il y a la séquence Wikipédia. Voilà, c'est ça, au sud il y a l'agriculture sous-marine, à l'est il y a ça et à l'ouest il y a ça. Bah il y a une scène où il y a Valérian qui traverse tout d'une seule traite. Oui oui. Alors qu'on te dit c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Sauf que non, c'est juste dans 4 pièces qui se trouvent côte à côte. Bah c'est comme il y a un peu justement cette fabuleuse séquence qui est juste avant où Valérian et tout le monde se retrouvent enfermés dans une pièce de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Et donc là, les méchants arrivent et bah voilà, crachent leur sperme bleu sur tout le monde. Bah juste après cette scène, Valérian se dit « Oh, bah je vais activer la fonction de mon armure qui me permet de traverser tous les murs. » Genre le truc qui aurait pu sauver tout le monde, en fait. Tu vois. Oui, et aussi le truc qui a pas été présenté en début de film, enfin qui sort de en même temps, le mec non mais c'est là aussi où c'est l'écriture d'un mec de 14 ans. C'est genre son arme par exemple, elle fait plein de trucs. Oui. Elle n'a jamais la même fonction. Le mec ne t'introduit pas l'objet qui va avoir de l'importance. Le mec ne connaît pas le fusil de Tchekhov. Qui est une des règles de tout scénariste, quoi. C'est un truc, c'est une évidence à faire, quoi. Si ton personnage utilise un objet qui va chambouler l'histoire, introduis-le subtilement dans ton scénario. Non. En même temps, c'est un mec qui connaît pas la règle chaude en tel. Non, mais voilà. Vu qu'il passe son temps à raconter ce qui se passe. Ce mec écrit comme un gamin de 14 ans, c'est tout. Il ne sait pas écrire, Pareil, dans cette séquence où il utilise un truc qui lui permet de respirer, là. On sait pas d'où ça sort. Oui. Il a toujours le gadget qui le sauve. On dirait, on dirait Eric Cartman dans South Park quand il joue les super-héros, il a les pouvoirs d'avoir tous les pouvoirs, tu vois. Eh ben, Luc Besson, c'est ça quand il écrit ses scénarios, tu vois. Il dit, ah bah Valérian, maintenant, son pistolet, il fait de la glace. Et maintenant, il fait de l'électricité. Et maintenant, il a un truc qui lui permet de respirer. Et donc, il va tout... Et maintenant, il y a Rihanna en costume d'infirmière. Et genre, elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la cheerleader. Elle va faire l'infirmière. Elle va faire... Mais c'est pas possible. Non, mais se dire que le mec le plus puissant du cinéma français aujourd'hui écrit comme ça, c'est terrible. C'est effrayant. Ça donne une bonne image du cinéma français. Ah bah, ce qui est génial, c'est qu'aux États-Unis, il se fait déglinguer. Ah oui. Donc ils doivent se dire, ah bah putain. Le film est sorti d'abord aux États-Unis, ça a provoqué une chute de 8% dans les stocks de EuropaCorp. Non mais... Par contre, ça cartonne en France, hein, évidemment. Ah mais ça, moi ça me semblait assez évident. Cocorico, tout ça. Hein. Bah, en même temps, on est allé le voir, on s'est dit aussi... Moi, j'ai pas payé. Hein. Donc j'ai pas de reproche à me faire. Moi j'ai mon abonnement UGC, je sais pas quel argent revient dans les poches des gens. Je pense pas grand chose. Les abonnements UGC, je pense qu'à un moment ça va s'arrêter. Hein. Je pense qu'il va y avoir un truc genre bah ouais mais... Ça fait déjà une dizaine d'années que ça existe, je pense que... Ouais. Ça fait déjà une dizaine d'années. Ça fait un petit moment que ça existe, ouais. Tu me diras, ça fait déjà 7 ans que j'étais à la fac, quoi, bientôt. Bah voilà. Et j'ai pris ma carte. Ah merde, merde. Ouais, donc ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe, effectivement. Ta-da-ta. Moi, je propose pour un peu amener l'émission vers la fin, qu'on discute de manière générale un peu. Putain, c'est vraiment l'émission des connards cette semaine.
justement, puisqu'on parle bande dessinée, qu'on parle Valérian, qu'on parle cinéma français, de parler de l'état lamentable des adaptations bande dessinée. Et vu qu'on est dans notre période de plagiat, on peut préciser que c'est un segment qu'on avait fait il y a quelque temps, que j'ai supprimé sans faire exprès. C'est vrai. C'était un segment d'une de nos précédentes émissions qui est disparu. Et donc, on va se permettre... Non, mais on avait parlé de ça aussi, enfin... Je sais qu'on avait parlé des prochaines BD qui allaient être adaptées. Oui, mais... voilà, c'est ça, quand t'avais fait la critique de ça. Ouais, mais là, j'ai vraiment fait un peu un listing de toutes les adaptations... Enfin, pas toutes, mais une grosse partie des adaptations de la bande dessinée française. Ouais. Tchoum dans le cinéma. C'était beau, ça. Dans le cinéma français. Oh, on le garde, on s'en fout, on est des rebelles. On est en vacances, normalement, on devrait pas faire d'émission. Normalement. C'est du rab. Hein. Et j'ai pas dit c'est du rabbin, j'ai dit c'est du rab 1. C'est l'accent du Nord qui revient. Donc, pourquoi est-ce qu'en France, on est incapable, voire quasi incapable, j'ai plus envie de dire, de faire une bonne adaptation de nos bandes dessinées? Qu'est-ce qui se passe? Je vais en lister quelques-unes et j'ai trouvé quelques points communs. Ouais. Je vais essayer de citer à chaque fois un peu par point commun. Mais on va dire genre les Dalton, Is No Good, les profs, l'élève du cobu. Ouais, je vais juste garder cela pour le moment. Ont quand même déjà pour point commun de prendre des bandes dessinées quand même essentiellement humoristiques. Mm-hmm. Et de faire des films qui cherchent à mettre en valeur un humoriste français. Ouais. Alors déjà, nos humoristes français ne sont pas forcément très bons acteurs. Nous ne sommes pas à l'école américaine où les Américains ils savent tout faire quoi, faire de l'humour. Ils apprennent dès l'âge de 10 ans à faire du théâtre danser. et de la chanson. Non mais c'est ça. Nous en France, non. Enfin. Là, les 4, ils m'ont mis triste. genre les Dalton, je l'ai vu au cinéma. Moi aussi, ouais. Et je me rappelle bien. Par contre, j'ai un souvenir, et il est peut-être complètement erroné, mais j'ai quand même ce souvenir que, même si le film était à chier, il y avait eu un effort visuel. Ouais, oui. C'est un peu comme le Lucky Luke aussi. De Jumpsuit. Ouais. Alors, le Lucky Luke, j'ai toujours ce dilemme de me dire, j'ai encore revu un extrait il y a pas longtemps, parce qu'il est passé sur France 4. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, il y a les Dalton sur France 4 au moment où on enregistre. C'est la semaine Lucky Luke. Mais j'ai revu un extrait et je me suis dit, ça a quand même de la gueule. Ouais. Et c'est con que le film soit pas bon. Parce qu'il a quand même de la gueule, quoi, le film. Et il y a eu un effort visuel, c'est juste qu'une nouvelle fois, c'est pas très bien écrit. D'ailleurs, par rapport au Dalton et Rick et Ramsey, ils avaient une vision assez précise du film, mais ils sont fait un petit peu entuber par le réalisateur. Mais en fait, j'ai l'impression que sur leur gros projet mainstream, Eric et Ramsey se sont souvent fait entuber. Mm-hmm. Parce que quand tu les vois en interview, tout ça, sont quand même des mecs qui ont des influences très américaines, très absurdes, pas très grand public. Ouais. Et en France, on en a fait des vedettes de comédie poète, quoi. Mais vraiment très très poète. Ouais. Donc ouais, les Dalton, ça me surprend pas qu'ils avaient une autre vision. Ouais, ils avaient une vision un peu plus Sergio Leone avec un univers plus craspec, moins cartoon et finalement le mec en a fait et le mec avait The Mask en tête en fait. Oui. Le réalisateur. Ben ça se sent quand tu vois le film, ils ont essayé de faire de toute façon, il y a un délire autour d'un sombrero magique qui transforme les gens, je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors j'ai d'autres donc voilà, donc déjà il y a ce côté on met un humoriste pour faire une BD humoristique. Tu vois, et bah ouais, ça passe pas forcément. Alors autre catégorie, on adapte des BD pas du tout intéressantes. Boulet Bill. Ouais. Ça marche aussi pour l'humoriste, mais c'est pas forcément pour le mettre en valeur, c'est parce que Franck Dubosc maintenant est plus au cinéma quand même que sur scène. Oui. Mais Boulet Bill, Benoît Brisefer quand même. Les Chevaliers du Ciel.
Avec ce fameux Clovis Cornillac. Mais moi, je le déteste pas, Clovis Cornillac. Non, je le déteste. Non, je le déteste. Non, moi, je le déteste pas. Non, ça, depuis Astérix, je peux pas. Michel Vaillant. D'accord, je me rappelle, mais on s'en fout, oui. Mais tu vois, c'est les BD de papa, quoi. Ouais. Les BD qu'on lit plus aujourd'hui. Et on se demande pourquoi, enfin, je dis aujourd'hui, mais c'est vrai que les adaptations de Michel Vaillant et Chevalier du Ciel datent un peu. Mais ça restait quand même des BD qu'on ne lisait plus vraiment à l'époque. Ouais. Et pas forcément très intéressantes à adapter. L'enquête corse. Oh, je l'ai pas noté celui-là, mais je te le sors de derrière les fagots, celui-là. Il est bien revenu, quoi. Oh, bah oui, bah voilà. Donc déjà, voilà, on adapte nos BD pas intéressantes. Par la suite, il y a aussi le truc de on adapte une BD hyper intéressante, mais très très mal. Adèle Blanc-Sec. D'une certaine personne. D'un certain Luc, qu'on ne citera pas. Sinon, il va se vexer cette semaine. Donc, Adèle Blanc-Sec, Spirou, dont j'ai toujours rêvé, dont moi je considère qu'on pourrait faire une vraie saga d'aventure. On peut avoir notre vraie saga d'action-aventure dans le cinéma français. Et là, on va en tirer une comédie. Putain, les premières images de Spirou m'ont arraché le cœur. En mode, avec, putain. Ramsey en Zorglub. Putain, quoi. On a la matière de faire un truc d'action-aventure avec un peu de comédie. On a tout et on va juste en faire une comédie en mode, on va se moquer des films d'action des années 60, 70, quoi. Mais niquez-vous, quoi. Niquez-vous. Putain, quand tu penses que Michel Hazanavicius, il arrive à te faire des comédies d'action avec OSS 117 sans se moquer du cinéma des années 60 et 70. Ouais, c'est un hommage. Après, c'est pas complètement des comédies d'action, hein. Enfin, les scènes tu regardes pas OSS 117 pour ces scènes d'action aussi, tu vois. Moi, j'entends dans une comédie d'action qui est quand même une action intéressante, tu vois. Oui, ok, d'accord, mais je veux dire que Michel Hazanavicius a quand même cet amour pour les films qu'il parodie, en fait. Oui, là, tu sens que dans Spirou, ça va être sans substance, quoi. Ça va être, regarde, dans les vieux James Bond, ils ont des bases un peu kitsch, alors Zorglub, il va avoir une base un peu kitsch, quoi. Et on a mis Christian Clavier en Champignac. De Champignac. D'ailleurs, Christian Clavier, qu'est-ce qui se passe entre lui et la bande dessinée? C'est vrai que quand il pense... Astérix, les profs. L'enquête corse, du coup. L'enquête corse. Il y a un projet de film Cédric. Et donc, normalement, c'est aussi avec Christian Clavier. Oh, putain. Donc, Spirou, donc on l'a cité. Pourquoi Christian Clavier? À un moment, on le veut plus, quoi. Ce que je comprends pas, c'est que dans les années 2000, on le voulait plus, justement, on le voyait plus. Ouais. Il faisait que des bides, il enchaînait les bides, et là, tout d'un coup, Ouais. Merci de Chauvon, hein. Je sais pas, ouais, non, mais... Oh, j'aimerais pas que lui, en plus, il se mette à faire une adaptation ciné. Ah, je le vois bien faire un Astérix un de ces jours. Moi, je pense qu'en fait, donc, dans ces films que j'ai listés, là, je pense qu'il y a aussi un souci de choix de réalisateur. On prend pas en France, on a un souci avec nos vrais réalisateurs, nos mecs qui font de la mise en scène, qui réfléchissent pendant des mois et des mois, des années, avant de faire un film, quoi. Ouais, mais non, mais c'est du cinéma de genre, c'est pas du vrai cinéma. C'est le réalisateur de... Oh, putain. J'ai peur de dire une connerie. Comble un peu, je sais pas, raconte une blagounette ou... Sinon, moi, j'aime bien Lachava quand il fait des films adaptés de bande dessinée. Ouais. Voilà, ça, tout le monde, hein, parce qu'il a quand même marché, le film. Et peut-être pas trop le Marsupilami, hein. Ouais, oui, non, c'est vrai que le Marsupilami n'a pas marché. Bon, je retrouve plus pour quel projet, mais c'est un projet d'adaptation de bande dessinée. Je me demande si c'est pas le Petit Spirou. Je crois que c'est le Petit Spirou. Où le réalisateur, c'est son 4e film. Et tout ça en 5 ans, je crois. Ouais. Tu vois? Ça sent le mec qui est un peu un yes man. En mode, on aurait ça, il fait, oh bah ouais, ça a l'air sympa, je vais le faire. De toute façon, tous ces films sont payés par soit TF1, soit Canal+. Et ça me rend triste, et je commence à, en faisant ma liste, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai l'impression que les auteurs de BD commencent à se méfier.
Dans le sens où, quand un bon film, quand une adaptation de BD donne un bon film, souvent, les créateurs de la bande dessinée ne sont pas loin. Ouais. Tu Ou alors ils prends, sont carrément derrière. voilà, tu prends Persepolis, Ouais, je pensais à ça justement. voilà, donc la réalisatrice n'est autre que la créatrice de la bande dessinée. Ouais. Tu prends, bon, il y en a qui diront que c'est pas un bon film. Tu prends Les Beaux Gosses. Ouais. On ne citera pas la personne avec qui on a cet éternel débat. Un ami de l'émission. Mais c'est réalisé par Riyad Satouf, qui n'est autre Oui. que le créateur de la bande dessinée. Oui. Un film que je n'ai pas trop aimé, mais qui avait sa vraie patte et qui correspondait complètement à la bande dessinée, c'était Lou, le film Lou, qui n'a pas Oui. marché du tout. J'ai pas trop aimé parce que c'était un peu niais, mais il y avait une vraie patte, il y avait un vrai désir, Ouais. et ça collait parfaitement à l'esprit de la bande dessinée parce que c'était réalisé par le créateur de la bande dessinée. Il y a eu Gainsbourg, Vie héroïque aussi de Johann Sfar. Mais c'était, je suis pas sûr qu'il ait fait une BD aussi. C'était une BD à la base, oui. Ah bon? Je savais pas. Je m'étais pas renseigné plus que ça. Mais je voulais aussi parler du Hans Farr, hein, dans le sens où il a fait l'adaptation animée du Chat du Rabbin avec Ouais. Christian Clavier. Non, il a Non, fait c'est l'adaptation animée du Chat du Rabbin sans Christian Clavier. Et là, il fait l'animation le film live Le Chat du Rabbin avec Christian Clavier. Et il est aussi en train de réaliser Petit Vampire en film d'animation, l'adaptation de sa propre bande dessinée. Johann Sfar réalise ses propres adaptations. Zombilenium, c'est Arthur de Pince qui est en train de bosser sur l'adaptation en film d'animation. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir une vraie méfiance. Et souvent, quand il y a une adaptation aujourd'hui qui n'est pas par le créateur de la bande dessinée, c'est parce que le créateur est mort. Tu prends Gaston Lagaffe, là, il y a Pef qui est en train de s'y mettre. Voilà. Ou après, il y a des gens qui n'ont pas d'âme, puisque cette semaine, nous avons appris la création d'un projet Kid Paddle, scénarisé par Kev Adams. Juste scénarisé, apparemment, mais je pense qu'il aura quand même un petit caméo Ouais, en ouais. mode... je suis Kev C'est Adams. moi. J'ai 30 ans, mais je continue à jouer l'adolescent. Moi, un truc qui me rend triste, c'est, on en avait parlé dans cette émission, moi, c'est le film Seul qui a bidé. Là où, pour le coup, le film n'est pas réalisé par le créateur de la bande dessinée, mais c'était fait avec un vrai respect. C'était complètement réadapté, c'est-à-dire que ça condense 6 tomes en un film, donc forcément, on perd beaucoup. Mais ça fonctionnait, et c'était un vrai film de genre, qui avait ses défauts, mais qui avait le mérite d'être là. Et pour le coup, c'était un film qui bidait, là où les profs, on prend juste une BD qui est déjà un peu une BD au rabais, hein, c'est un peu une BD cheap en mode des gags à l'école, quoi. Et on t'en fait un film qui cartonne, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a les blagues de Toto aussi qui est prévu. Ça, alors, je l'ai pas mis dans la liste, parce que j'arrive pas à savoir si c'est un troll ou pas. Je trouve que l'affiche fait un peu trop, genre... Mais je l'ai vu sur le site, ouais, mais... site officiel du distributeur, Ah, merde. qui distribue aussi Kid Paddle. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Après, il y a des cas où... Enfin, il y a quand même eu un cas que j'ai en tête, mais en même temps, je pense que c'est parce que j'aime pas ce mec-là. Mais de créateur de BD qui a fait un film à partir de ses BD et ça a donné de la merde, c'est Immortel Ad Vitam d'Enkil Bilal. Ouais. Mais j'aime pas ces BD, j'aime pas ce mec est un peu chelou, quoi. Mais pour le coup, ça a pas non plus donné un grand film, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on adapte... Moi, je pense qu'on n'adapte pas les bonnes BD et qu'on n'adapte pas les BD avec les bonnes personnes. Ouais, et c'est aussi que en général, c'est soit TF1, ce que je disais tout à l'heure, c'est soit TF1 et Canal+ qui produit ces films, et ils financent ces films avec l'intention de les diffuser après en prime time sur leur chaîne. Ouais. Donc il y a cette mentalité de vouloir absolument penser déjà à la télé avant de penser au film. Ouais, puis surtout il y a aussi un souci c'est que des adaptations de bande dessinée familiale. Oui, voilà. On n'a pas que ça en France, en fait. Je veux pas vous spoiler, mais on n'a pas que ça. Enfin, c'est un peu triste.
Donc, quel est l'avenir de notre cinéma d'adaptation de bande dessinée? Je ne sais pas. Ça fait peur, je trouve. Je trouve ça triste. Tiens, un truc que j'ai appris en faisant mes recherches. Tu vois le film Tamara, adaptation de la BD très nulle Tamara. Oui. Apparemment, c'est réalisé par un des mecs de la chanson du dimanche. Donc, ils n'ont pas complètement disparu. Ils réalisent des films de merde. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, je tenais à le raconter. Petite anecdote pour terminer. On termine un peu en dépression, je trouve. Hein. Mais en même temps, franchement, les bonnes adaptations de bande dessinée sont tellement rares, quoi. Tellement rares. Mais genre, j'adorerais un film Last Man, puisque j'en parle avec autant de bien. Ouais. Mais non, je veux pas que ce soit fait en France. Ou alors faut soit donner des droits d'adaptation, soit Alain Chabat. Non, mais pour Last Man, c'est pas du tout le style Alain Chabat. Soit des Américains compétents, parce que finalement... Parce que Last Man, c'est de la bagarre, des gros seins, le tout sous fond de mythologie, de science-fiction, de tout ça. C'est ce que je dis. Donc c'est parce pas, que c'est pas trop l'esprit Chabat. Tous les adaptations de Tintin, la meilleure, ça reste quand même celle de Steven Spielberg. Oui. Enfin, non, je dirais pas que c'est la meilleure adaptation. Dans le sens où c'est pas l'adaptation la plus fidèle. Mais c'est le meilleur film. Le meilleur film. Les autres, oui, c'est bien adapté parce que c'est chiant comme la mort, quoi. Non, Tintin, c'est pas chiant à la base. Tintin, c'est un peu chiant. C'est pas chiant, Tintin. C'est un peu chiant. Les histoires sont intéressantes, mais le rythme de la narration et tout, c'est quand même un peu chiant. C'est vieux aussi. Voilà, c'est vieux. Et les premiers films, ils sont vieux aussi, c'est pour ça qu'ils sont chiants aussi. Mais après Spielberg, voilà, il en a fait un Indiana Jones-like. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi un truc à faire, c'est de prendre des libertés. En fait, si t'adaptes une BD. Mais pas trop quand même, parce que j'ai pas envie de voir les Schtroumpfs à New York, par exemple. Ah, heureusement que ça n'existe pas. Oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est... Nous, les Schtroumpfs font du rap, tout ça, c'est pas trop mon truc. Oh, putain. Non, mais je pense qu'il faut aussi se permettre je sais pas, de comprendre le format cinéma et... Faut réfléchir, quoi. Mais ça, le cinéma français ne le fait plus, c'est ça qui me rend triste, quoi. Un truc qui me rend triste, c'est... Bientôt, il y a le Dupontel qui va sortir. Et il a l'air atypique, quoi. Ça a pas l'air d'être un film normal. Enfin, ça a l'air un petit peu... Je crois qu'en plus, c'est l'adaptation d'un roman. J'allais faire une erreur. Mais... Et je sais qu'il va pas marcher, quoi. Ouh, là, ça va pas attirer du monde, ça. Hein. C'est évident. Et ça me rend triste, quoi. De me dire que quand un cinéaste en France réfléchit, il est pas mis en valeur. Alors que quand on fait Red Dingue, on arrive premier au box-office français de 2017. Quand on fait Les Profs 2, on arrive au box-office français de 2016, 2015, je sais plus. Ouais. Vivement les Tuches 3. Ah, mais j'ai envie de crever quand je vois ça. Mais tout ça, c'est parce que je suis un élite gerbant. Un élitiste gerbant. Bon, je pense que c'est sur ce moment de dépression qu'on va vous laisser. La tristesse. Oh putain. Oh. Je pensais pas que j'allais autant détester Valérian. Mais moi non plus. Je me souviens que je m'étais dit, oh, ça va être divertissant au moins. Ouais. Ça va être vide mais divertissant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le 5e élément, mais j'en ai des bons souvenirs. Mais arrêtez avec le 5e élément. J'en ai marre qu'on me dit que le 5e élément est un bon film. Revoyez-le, merde. Bah non, justement, maintenant que j'ai vu Valérian, j'ai peur de le revoir. La dernière fois que j'ai failli le revoir, alors allez, on va terminer sur une petite anecdote marrante. Okay. La dernière fois que j'ai vu le 5e élément, c'était en Angleterre. Où en fait, on avait été au vidéoclub avec mon frère. Et je me souviens que dans les rayons, moi j'avais surtout vu Hot Fuzz, film d'Edgar Wright, qui n'était pas encore sorti en France au moment où j'étais moi en Angleterre. Et je m'étais dit, bordel de merde, mon frère, on va louer ça. Mon frère m'a fait, non, on va prendre le 5e élément. Ça m'étonne que t'aies pas fait l'accent pied noir quand t'as fait « Eh, bordel de merde, mon frère !» Sachant que déjà à l'époque, je n'aimais pas Luc Besson. Hein. Je n'ai jamais aimé Luc Besson. Et je me suis retrouvé à regarder le 5e élément.
genre dans la chambre avec mon frère, et je me suis rendu compte de quel point mon frère avait pas forcément bon goût, mais aussi à quel point je déteste Luc Besson et que les gens surévaluent le cinquième élément, et que c'est à cause du cinquième élément que j'ai pas eu l'occasion de voir Hot Fuzz puisqu'il n'était pas sorti après au cinéma près de chez moi. Ouais. J'ai dû attendre encore franchement je crois que je l'ai peut-être vu 1 an après la fois où j'ai failli le voir, quoi. Donc je peux dire que j'étais malade, genre je devenais fou. Donc Luc Besson, c'est à cause de toi aussi que j'ai pas vu. Si vous nous dites ouais mais non mais il y a Léon aussi. Non. Regardez bien Léon. Léon, je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans, j'ai tenu 1 heure. Je l'ai vu l'année dernière, j'avais envie de prendre une douche à la fin. Je me suis jamais autant senti mal à l'aise devant un film. Je l'ai vu 1 heure, je me suis dit putain mais Jean Reno c'est vraiment un mauvais acteur, faut qu'on arrête de le mettre en valeur en France. Non, mais c'est pas ça, c'est c'est le sous-texte enfin la relation entre Ouais, mais Jean Reno c'est aussi Mathilda une merde. Et Jean Reno et Jean Reno c'est une merde. C'est le podcast qui dénonce et qui gueule et qui rage. Jean Reno a joué dans Godzilla de Roland Emmerich. Mais regardez la filmographie de Jean Reno et arrêtez de me dire que c'est un grand acteur, putain. Arrêtez. Le mec, il a fait Les Visiteurs. Genre, son meilleur rôle, c'est Les Visiteurs. Vous l'avez déjà regardé dans les Rivières pourpres. Oh, putain, ouais. Oh là là. Je pense qu'on va... Ah, ouais, je suis vénère, là. Il va être 23h15, je suis pas bien, je suis en colère, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, alors... Oui. Je pense qu'il est temps Je pense qu'il est temps de se dire au revoir, quoi. Ouais. Allez voir La Planète des Singes, c'est mieux. Franchement, La Planète des Singes, il fait 2h20, j'ai l'impression qu'il a duré 1h30. Ouais. C'est un film où tes personnages principaux, c'est des singes en images de synthèse. Sinon, il y a encore Baby Driver au cinéma. C'est la meilleure fin d'émission du monde. Voilà, c'est ça. Allez, bye. Leur jingle, il est payant, alors on peut pas le voler. Et l'émission, elle va s'appeler La Voix débile. Alors que leur émission s'appelle pas La Voix des Bulles, mais en fait c'est le nom de leur collectif et ils font plein d'émissions qui ont plein de noms. Mais comme on est des tocards, on savait pas et donc quand on a voulu plagier, on a dit on allait l'appeler La Voix débile. Ta-da-ta, ta-da-ta.